besoin pour développer notre application. Ce que voit l'utilisateur, c'est environ 10% de tout le système. Et donc ta question c'était, pardon, je l'ai oublié. On va se plonger dans les coulisses de Chamilo, puisque Symfony a 20 ans cette année. Donc c'est 15 ans pour Ouais. Chamilo et 20 ans Ouais. pour Symfony. Bonjour Yannick. Bonjour Damien. Alors aujourd'hui, dans ce nouvel entretien, on va se plonger dans les coulisses de Chamilo, explorer son moteur interne, sa mécanique. Alors en fait, c'est tout ce qui fonctionne en arrière-plan. Sur le premier entretien, on a vu tout ce qui fonctionne en avant-plan. Donc autrement dit, aujourd'hui, on va découvrir ce qui se cache derrière la vitrine un petit peu. Tout d'abord, donc puisqu'on aborde la nouvelle version de Chamilo dans cette vidéo, quelles sont les principales différences entre le moteur de Chamilo version 1.11 et la version de Chamilo version 2. Ouais. Donc si on parle bien du moteur et pas des fonctionnalités de l'application elle-même, c'est vraiment dans Chamilo 2, en fait, la grosse modification, c'est qu'on passe de PHP 7.4 à PHP 8. Plutôt 8.3, 8.4, on verra un petit peu le moment où on publie la version définitive de Chamilo 2. Et donc au niveau des couches sous-jacentes, on utilise beaucoup plus qu'avant des éléments de framework connus, comme Symfony, comme Doctrine, qui est un composant en fait de Symfony pour la gestion de la base de données. Ça c'est pour le back-end, et au niveau du front-end, on en a déjà parlé, on utilise plus Vue.js et Tailwind CSS pour cette partie-là. Au niveau de la structure de fichiers, parce que c'est très important aussi, enfin c'était un des éléments essentiels du passage de Chamilo 1 à Chamilo 2, on passe à un seul répertoire qui va être modifiable par le serveur, c'est-à-dire que quand on va utiliser l'application, si on envoie, typiquement Chamilo c'est un système de gestion de cours en ligne, donc on va envoyer du matériel sur le serveur, les étudiants eux-mêmes vont participer aussi, vont rajouter des fichiers, etc. Ces fichiers-là, ils vont à un endroit sur le serveur. Et donc ici, un des problèmes, c'est que dans Chamilo 1, ces fichiers pouvaient aller à 4 ou 5 endroits différents. Maintenant, dans Chamilo 2, on a un seul répertoire dans lequel on met ces fichiers, ce qui est beaucoup plus propre, beaucoup plus sûr, et va permettre un peu plus de flexibilité au niveau de l'installation sur des gros systèmes d'hébergement, etc. Donc au niveau de la base de données, là on a simplifié la structure, même si on a rajouté quelques tables. Donc typiquement dans Chamilo 1, on avait 280 tables pour gérer tout le système. Maintenant on a presque 310 tables. On rajoute des tables mais on simplifie quand même la structure, c'est-à-dire que, enfin on l'homogénise en fait. C'est-à-dire qu'il y avait par exemple des trucs qu'on traînait depuis... Chamilo, ça a démarré en 2010, quoi. Et déjà, en 2010, c'était basé sur un autre système qui avait démarré en 2004, qui lui-même était basé sur un autre système qui avait démarré en 2001. Donc on a déjà quand même 24 ans de système, et la structure de certaines tables vient en fait d'il y a 24 ans, quoi. On a simplifié un petit peu parce que, par exemple, un exemple tout bête, c'est que dans la base de données, il y avait 40 tables qui utilisaient comme nom de champ pour le titre de l'objet titre, et 50 autres tables qui utilisaient name, tu vois, enfin, genre, le title et name en anglais, c'est soit le nom, soit le titre, tu vois, donc on a simplifié, on a tout mis, je sais plus maintenant, je sais plus si c'est titre ou title, titre ou name title ou name qu'on a mis, mais en gros on a simplifié tout ça, et toutes les tables ont le même nom de champ pour ce champ-là, quoi. Donc c'est un des éléments de simplification, mais on a simplifié beaucoup de choses pour justement rendre le système plus lisible. On a parlé de Voilà. back-end. Moi j'ai appelé ça le moteur pour simplifier un petit peu, parce que le moteur, finalement, ce qu'on a vu dans le premier entretien, c'est le front-end, donc le capot, et le moteur à l'intérieur. Ouais. Est-ce que toi... Typiquement, les fonctionnalités qu'on va utiliser dans le logiciel, c'est ce qu'on va voir, c'est la partie front-end, la partie visible. Parfois, on inclut dans le front-end toutes ces interactions qu'on fait dans le navigateur lui-même. Donc, on bouge un bloc, on envoie un fichier, tout ça. Ça c'est le front-end. Et derrière ça, il y a tout le système qui gère ces fichiers, qui met en place leur sécurité, l'espace que j'utilise, qui compresse parfois des fichiers, etc. Donc, tout ça, c'est le back-end. Voilà. D'accord. Tu as parlé dans ta différence entre Chamilo 1 et Chamilo 2, la différence d'organisation des dossiers. Est-ce que ça veut dire Ouais. que finalement toutes les données qui ne sont pas liées au moteur sont rangées dans un dossier séparé du moteur et qu'aujourd'hui c'est mélangé? Est-ce qu'on a un dossier data en Donc fait aujourd'hui, tu veux dire dans Chamilo 1, extérieur? ouais. On a un dossier data, si on reprend un peu la comparaison avec un autre système bien connu.
on a maintenant un dossier qui s'appelle var, et dans lequel on va stocker toutes les données. Ouais. Var, c'est pour variable en fait en informatique. Dans les systèmes Linux, ça s'utilise depuis des dizaines d'années littéralement. C'est le répertoire dans lequel on va mettre les choses qui changent facilement. Alors que le code, par exemple, de l'application, ben ça change pas facilement, donc ça va se retrouver dans un autre répertoire. Ici, dans Chamilo 2, on a un répertoire qui s'appelle SRC, dans lequel on va retrouver en fait tout le code, vraiment, je veux dire, de ce qui est lié à Symfony. Et puis on va retrouver un répertoire qui est public, qui s'appelle public, et qui est le répertoire qui va vraiment servir d'interface, enfin de tout ce qui génère les interfaces pour les utilisateurs. Donc c'est pas encore le front-end, mais c'est ce qui prépare, dans le back-end, c'est ce qui prépare les interfaces pour être envoyées vers le front-end. Et donc on a var, public et SRC, qui sont les trois grands répertoires qu'on va retrouver dans Chamilo 2. Alors on a aussi un répertoire qui s'appelle assets, et assets en fait c'est un répertoire dans lequel on va retrouver essentiellement les choses qui servent au front-end. Donc on va retrouver les icônes, on va retrouver le CSS, on va retrouver les fichiers de langue pour certaines choses, on va retrouver les interfaces faites pour Vue.js. Voilà, donc ça c'est le répertoire assets. Et donc ces quatre répertoires forment facilement 80% du nouveau code de Chamilo 2. Voilà. On comprend que donc le dossier source, c'est le lieu en fait du moteur, un petit peu dont on parle aujourd'hui, quoi, finalement. Oui, c'est vraiment le back-end du back-end, quoi. C'est vraiment ce qui fait la structure, en fait. C'est ce qui va faire le lien entre le code qui sert à générer l'application et les objets qui sont stockés dans la base de données, par exemple. C'est là qu'on retrouve la partie Symfony, quoi. C'est ce qui va faire aussi l'expression de ce qui se passe quand on fait une certaine requête. Comment est-ce qu'on gère cette requête-là? Est-ce qu'on l'envoie directement vers un ensemble de code qui va vérifier la sécurité de la requête qui vient d'arriver? Après ça, est-ce qu'on envoie plutôt ça vers un listing d'objets ou plutôt vers un formulaire d'édition ou un formulaire de consultation des détails d'un objet, etc. Donc ça, c'est vraiment la partie back-end, ouais. Code source, hein. SRC, c'est bien pour la source. Oui, je parle de Symfony. Ça vient pour source. Et donc tu parles de Symfony. Donc Symfony, c'est un framework, donc c'est un logiciel qui permet de programmer plus vite, ou en tout cas qui a des briques pour programmer plus vite les logiciels, qui a été créé par le français Fabien Potentier. Pourquoi avoir choisi ce framework plutôt qu'un autre? Sur le choix du framework lui-même, nous, on est toujours très axé. Donc, d'abord, il faut un framework qui soit open source. Ensuite, il faut un framework qui soit là depuis un certain temps et qui ait des perspectives d'avenir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre un truc qui est la mode du moment, tu vois, et dire ouais, on va adopter ce truc-là. Parce que malheureusement, si on ne voit pas les éléments suffisants pour estimer que ce projet va survivre. Donc au niveau de la direction du projet, en fait, la structure de gestion du projet, il faut qu'on voit qu'il y a des gens qui sont impliqués derrière et qui ont des raisons d'en faire un projet de vie, quoi. Tu as mentionné Fabien Potentier. Ben, en fait, Fabien Potentier, il est aussi, je ne sais pas si directeur, manager d'une entreprise qui s'occupe de fournir des services autour de Symfony, en fait. Et donc il y a un revenu qui vient de là, et donc on a une certaine confiance dans le fait que cette personne-là a une certaine motivation à amener le projet en avant, et cette entreprise, elle a une série d'employés qui travaillent là depuis un certain temps, etc. Donc ça nous donne confiance dans le fait que il y a une structure derrière qui est stable, qui est dirigé vers l'avenir. Le fait que ce soit de l'open source nous assure que même si cette structure flanche, il y aura quand même encore des gens qui seront prêts à maintenir ça pendant un certain temps. Peut-être pas éternellement, mais en tout cas jusque là où on peut voir. Et donc nous, on n'est certainement pas non plus un projet dont on peut garantir qu'on soit éternel, mais en tout cas, on a aussi une certaine structure qui garantit une certaine stabilité pour, par exemple, les 10 prochaines années, quoi. Même si les différents éléments qui travaillent le plus sur Chamilo venaient à disparaître, on aurait quand même toujours une communauté qui est derrière et qui peut assurer une certaine maintenance pendant un certain nombre d'années. Donc c'est vraiment ça qui est important au niveau du choix d'un logiciel du type framework, parce que c'est
ce sur quoi on va baser la structure de notre application. Donc il faut vraiment que ce soit une base solide. En dehors de ça, on regarde aussi si le projet lui-même, évidemment, offre les fonctionnalités dont on a besoin pour développer notre application. Donc voilà, Symfony coche toutes les cases à ce niveau-là et en termes de sécurité aussi. Donc on est très content avec Symfony. On a considéré d'autres frameworks pour développer Chameleon. Donc il y avait Cake PHP, il y a Laravel qui est apparu il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc vraiment Symfony, c'est celui qui correspond le plus à nos attentes. Oui, c'est vrai que Laravel, c'est un petit jeune comparé à Symfony, parce que Symfony a 20 ans cette année. Donc c'est 15 ans pour Chameleon et 20 ans pour Symfony. Donc, effectivement, ça devient un peu un senior dans le milieu des frameworks. Voilà. Effectivement. Il est très populaire, hein, c'est-à-dire qu'il y a une grande communauté derrière. Alors c'est un des facteurs qui nous intéresse aussi, c'est de voir que comme il est populaire, il y a aussi beaucoup de développeurs qui ont des compétences sur Symfony, et donc c'est plus facile pour nous de trouver des nouveaux développeurs qui aient déjà ces compétences-là, et donc qui vont pouvoir plus facilement démarrer dans Chameleon, parce que la structure correspond à un projet typique de Symfony. Voilà. Est-ce que, à part Symfony, donc Symfony qui est un petit peu la base aujourd'hui, pas depuis le démarrage de Chameleon, si je me souviens bien, mais depuis 2015 ou 2016, non? Vous êtes passé sur Symfony? Alors on utilise des composants de Symfony, ça a toujours été un souhait d'aller vers une structuration un peu plus costaude. Il faut toujours se méfier un petit peu parce que les frameworks, c'est très bien, ils nous aident beaucoup à structurer le code, mais souvent ils rajoutent du poids. Donc souvent c'est un peu plus lourd un système basé sur un framework qu'un système qui était fait main, quoi, je veux dire. Mais il y a un moment où il faut aussi penser à faire à la main un certain système, ça prend énormément de temps et donc on se déconcentre des fonctionnalités utilisateurs en fait pour pouvoir se concentrer sur notre back-end. Et donc pouvoir déléguer une partie de notre back-end à Symfony, c'est un gain de temps pour pouvoir plus se concentrer sur l'utilisateur de Chameleon. Voilà. Et donc ta question c'était, pardon, j'ai oublié. Du coup, en fait, Symfony, pour résumer, en fait, ça permet aussi de mutualiser des parties de programme avec une communauté, plutôt que chacun fasse sa petite brique de son côté. En C'est fait, ça. on mutualise des fonctionnalités un petit peu, et pour faire une analogie Tout à fait. mécanique, on est sous le capot, un petit peu comme les plateformes de production des voitures aujourd'hui qui sont mutualisées aussi. Oui, en fait, tu as mentionné briques, c'est tout à fait ça en fait. Chameleon, c'est une maison, quoi, et pour ça, tu as besoin de différents composants, et les composants, tu vas les choisir. Et ici, le framework, ça vraiment, c'est la base de ta maison, et c'est un ensemble de briques que tu peux choisir de mettre dans ton projet ou pas. Voilà. Comme le reste des bibliothèques en fait open source qu'on utilise, on peut choisir ces composants et évidemment ces briques sont des briques que d'autres vont pouvoir, c'est des modèles de briques plutôt, que d'autres vont pouvoir utiliser également pour construire leur propre maison d'une façon différente. Hein. Chaque maison est un peu différente et on utilise les mêmes composants du coup. Puisqu'on utilise les mêmes composants, on peut plus facilement travailler ensemble sur ces composants, donc les améliorer ensemble, et donc on revient tout à fait à la logique de l'open source, où on réinvente pas la roue, on réutilise des composants qui existent déjà, et on les améliore ensemble, plutôt que de chacun faire le même travail de son côté, ce qui est une perte productive absolue, totale pour l'humanité. On parle beaucoup de Symfony, est-ce qu'il y a d'autres frameworks ou bibliothèques? J'imagine qu'il y a déjà des briques aussi qui sont intégrées à Symfony à l'intérieur. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler j'ai entendu parler de Doctrine, Ouais. de différentes choses comme ça. Est-ce que tu peux... Alors dans Symfony, il y a des composants qui sont vraiment des composants de base et que tout le monde utilise, genre HTTP Foundation, qui est un truc qui gère les requêtes HTTP, etc., qui est vraiment bas niveau, je veux dire, truc de base, mais qui permet d'aller assez loin dans la gestion des requêtes. Mais il y a des trucs qui sont beaucoup plus connus et qui sont notamment donc Doctrine qui fait le lien entre ton code PHP et la base de données, la structure que les tables ont dans la base de données, comment les requêtes se font, etc. Pourquoi c'est important Doctrine? Parce qu'en fait, tu vas pouvoir mutualiser aussi la communication avec la base de données, dans le sens où tu vas pouvoir utiliser
plusieurs systèmes de bases de données avec la même application. Donc tu pourrais très bien derrière, tu peux pas encore actuellement, mais c'est le but, tu pourrais très bien derrière Chamilo utiliser, au lieu de MySQL ou MariaDB qui sont des clones, tu pourrais utiliser PostgreSQL, ou tu pourrais utiliser Microsoft SQL Server, ou tu pourrais utiliser Oracle DB, je ne sais plus comment il s'appelle, mais voilà. Et donc l'idée ici, c'est vraiment d'avoir une couche, en layer en anglais, une couche d'abstraction qui va te permettre de dire les requêtes que je vais faire vers la base de données, au lieu de directement faire une requête dans le langage SQL propre à MySQL, je vais faire une requête neutre en utilisant le langage de Doctrine, et cette requête va pouvoir se faire vers n'importe quel système de base de données. Et puis tu as d'autres parties de cette couche, c'est déjà très avancé en Doctrine, donc c'est vraiment, c'est pas que ça fait aussi maintenant une couche plus proche de ton application, où tu dis, moi j'aimerais bien une liste de tous les utilisateurs, mais avec ces utilisateurs-là, j'aimerais aussi la liste de chacun, pour chacun de ces utilisateurs, la liste des cours auxquels ils sont inscrits, et ramener les titres des cours auxquels ils sont inscrits. Qui ça, dans la base de données, en fait, ça représente 3 tables différentes. Mais en exprimant bien ça à Doctrine, tu peux avoir un résultat qui inclut, genre, pour chaque utilisateur, l'utilisateur lui-même, son nom, son prénom, etc., son email, plus une liste séparée par des virgules de titres de cours auxquels il était inscrit. Voilà. Donc ça permet réellement de structurer une espèce de langage alternatif de requête à la base de données. Au final, est plus simple à utiliser, et plus standard. Ça veut dire que, de nouveau, d'autres personnes qui utilisent déjà Doctrine ailleurs auront beaucoup plus de facilité à retrouver leurs petits dans le Chamilo, dans le code de Chamilo. Donc, donc ça, c'est Doctrine. Il y a un autre élément qu'on utilise beaucoup, qui est Twig, qui est en fait un système de gestion de modèles visuels, donc des modèles de pages en fait, que tu vas remplir avec, qui vient avec Doctrine. On peut avoir le composant Twig qui va générer des modèles de pages et va permettre de simplement générer ces modèles et les compléter avec les données qui viennent de Doctrine. Voilà. Donc ça, c'est un autre composant, c'est Twig. Et puis en dehors de ça, on va utiliser d'autres composants de Symfony, mais dont je vais pas parler, ils sont de nouveau comme du genre HTTP Foundation. Là, c'est vraiment le truc complexe à mettre en œuvre et qui au final ne représente pas beaucoup de gains pour l'utilisateur standard, quoi. Par contre, on utilise aussi des librairies extérieures. Donc des librairies extérieures, on va avoir, notamment par rapport à PHP, les extensions standards, qui sont des extensions qui existent déjà dans PHP depuis longtemps, mais qui servent à faire des trucs de base. Donc, par exemple, l'internationalisation. Il faut savoir que si on veut représenter une date en français ou en arabe, on a des règles différentes dans les dates. D'accord ? Et pour ça, il y a des librairies qui nous aident à faire en sorte que nous, on exprime une date et automatiquement elle est présentée dans la langue dans laquelle on a demandé que cette date soit présentée. On a des extensions qui servent à gérer, par exemple, la génération de graphiques. C'est pas que du texte, le PHP, ça peut faire des petits graphiques. On a des librairies qui permettent de gérer des formats de fichiers particuliers, donc du XML, du JSON, etc. Des librairies, ou des bibliothèques, on utilise deux termes en français, qui gèrent la compression des fichiers, qui gèrent l'encryption, etc. Et donc en dehors donc on a les composants de Symfony, on a des extensions de PHP, et puis on a aussi des librairies extérieures encore différentes de ces deux classifications-là, dont par exemple FFmpeg, qui est une bibliothèque qui s'appelle PHP FFmpeg, qui va nous permettre de modifier des vidéos, notamment le format de vidéo, etc. On a PyChart, qui est une librairie qui permet de générer des graphiques plus jolis que ce que les extensions par défaut de PHP nous permettent de faire, etc., etc. Donc tout ça, c'est des composants qu'on utilise au sein de Chamilo pour pouvoir ne pas s'inquiéter, je veux dire, de cette partie de développement qui nous prendrait énormément de temps, et de pouvoir se concentrer sur les fonctionnalités qui ont un impact direct sur l'utilisateur final. Damien m'avait mentionné qu'il voulait savoir si ça avait été compliqué en fait de passer à PHP 8. PHP 8, la conversion à PHP 8, c'est surtout des efforts de notre part pour développer, pour modifier le code de Chamilo pour qu'il supporte PHP 8.
il n'y a pas vraiment de désavantage par rapport à ça, sauf que, par exemple, maintenant, Jamilo 2 ne supportera plus PHP 7. Par contre, en termes d'avantages, là, on a beaucoup d'avantages, puisque PHP 8 est plus strict, plus efficace, plus dynamique, plus ouvert au monde extérieur, etc. Donc plus strict parce qu'il oblige le développeur à mieux filtrer les variables en tout genre. Donc ça réduit le poids algorithmique du code PHP parce qu'on est sûr dès le départ que la variable va avoir un certain type. Donc on augmente l'efficacité du code de cette façon-là, mais ça permet aussi de développer du code plus naturellement. On va avoir au début et à la fin de la gestion d'une variable, on sait qu'elle garde le même type de variable, ce qui est très flexible en PHP. Donc on peut utiliser en PHP des variables de type chaîne de caractères, des variables entières, des variables en nombre avec des virgules, etc. Donc ici, c'est plus strict, ça permet de garder la même logique de code PHP du début à la fin. C'est aussi important dans le monde du logiciel libre qu'on ait cette logique qui soit plus cohérente. Donc ça nous permet d'être plus ouvert aux autres personnes. PHP 8 est plus efficace aussi parce qu'il a bénéficié de pas mal d'optimisation. Ça arrive presque à toutes les versions de PHP, c'est chaque fois un petit peu plus efficace que l'antérieur, donc ça va plus vite. C'est plus dynamique parce qu'il prend en considération maintenant une série d'éléments du développement web moderne qu'il ne faisait pas avant, donc ça permet de charger plus facilement des petits bouts de code, de faire ce qu'on appelle des microservices, etc. Et c'est plus ouvert au monde extérieur parce qu'il y a maintenant la possibilité d'utiliser par exemple des bibliothèques compilées en C, ce qui n'était pas possible avant. Donc avant, pour pouvoir utiliser du code en C, il fallait les recompiler avec la logique de PHP. Maintenant, en fait, on peut utiliser des bibliothèques extérieures qui ont été développées en C. On les tape dans un répertoire, on les charge d'une certaine façon et on peut directement utiliser les fonctions en C qui ont été développées dans cette bibliothèque. Donc ça permet d'être plus proche d'une série d'outils modernes aussi, comme notamment maintenant les outils d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment d'outils d'intelligence artificielle qui est développé directement en PHP, parce que PHP n'est pas un langage qui est orienté dans cette direction-là, mais on a pas mal de librairies en C, et ces librairies en C, maintenant, on peut les utiliser depuis PHP directement pour offrir des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les moteurs d'intelligence artificielle préparés déjà sont beaucoup plus faciles à utiliser que de soi-même préparer son moteur d'intelligence artificielle. Mais voilà, en tout cas, il y a une porte qui s'ouvre, je veux dire, au niveau du PHP pour moderniser un peu le type de bibliothèque qu'on peut utiliser. Voilà. Donc là, on vient de parler d'intelligence artificielle. Il faut savoir aussi que PHP 8, ça simplifie pas vraiment le développement. PHP 7 est déjà, enfin PHP en général, est déjà un des langages les plus simples à utiliser. Et donc, PHP 8 reste relativement simple, mais par contre, il rajoute des fonctionnalités plus complexes qui ne sont pas obligatoires d'utiliser, mais il rajoute une série de fonctionnalités qui sont plus complexes et qui permettent d'aller plus loin. Et donc, plus simple à utiliser, non. Par contre, ça permet d'accéder à des nouvelles fonctionnalités. Je veux dire, oui, mais c'est pas vraiment un truc dont on va sentir l'impact fortement dans Jamilo 2. C'est plutôt quelque chose pour les développeurs qui reste plus pratique, ADAB plus efficace, etc. Donc voilà, ça reste difficile à vulgariser puisque c'est quand même un langage de programmation. Donc les fonctionnalités ajoutées sont de très bas niveau et sont, je veux dire, plus proche du langage d'un processeur que de l'interface web d'une application comme Jamilo, quoi. Donc dans le travail qu'on a fait par rapport à la conversion de Jamilo 1 vers Jamilo 2, autrement dit de PHP 7.4 vers PHP 8, il y a eu énormément de travail pour faire la conversion de l'un à l'autre. Mais alors, par contre, c'est un petit peu contre-intuitif. Le travail lui-même qui a été fait n'a pas concerné énormément Jamilo lui-même, c'est-à-dire le code de Jamilo lui-même. C'est le code que nous on a fait n'a pas beaucoup changé. Ce qui a surtout changé, c'est les endroits dans le code où on a utilisé des librairies externes. Parce que malheureusement, les librairies externes, enfin les bibliothèques externes, sont des systèmes autonomes, des systèmes indépendants. On n'a pas vraiment d'influence sur les personnes qui développent ces bibliothèques. Et donc en open source, c'est très facile d'utiliser une bibliothèque extérieure maintenant, aujourd'hui, on sait qu'elle fonctionne, etc. Mais c'est un vrai challenge d'assurer sa maintenance sur une période de 5 à 10 ans, par exemple. Parce que chacune de ces bibliothèques avance à son rythme et on ne peut pas vraiment forcer une équipe de développeurs totalement autonome, indépendante de la nôtre,
à développer une nouvelle version qui fonctionne avec la nouvelle version de PHP. Ils doivent avoir leur propre motivation. Enfin, on a des tout petits acteurs sur le terrain, quoi. Parfois, dans certains cas, on va changer complètement de bibliothèque. Donc, on va trouver une autre bibliothèque qui fonctionne mieux avec PHP 8. Peut-être parce que les personnes qui maintenaient la bibliothèque sur PHP 7 sont partis, ne développent plus ce projet, sont morts parfois, ça arrive aussi. On va donc devoir se rediriger vers une bibliothèque qui fonctionne mieux pour la nouvelle version de PHP, ou qui offre plus de fonctionnalités. Et dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est de la recherche, simplement. Donc, chercher sur le terrain quelle bibliothèque existe, regarder leurs licences, regarder les fonctionnalités qu'elles offrent, si ça change beaucoup par rapport à la façon dont on appelait la bibliothèque dans Chamilo 1, etc. Et donc ça, c'est une des possibilités. Dans d'autres cas, on va plutôt nous-mêmes faire des contributions aux bibliothèques extérieures pour les faire avancer plus vite. Donc on va dire, bah voilà, ici il manque ça pour que ce soit compatible avec PHP 8.4, est-ce que vous pourriez l'ajouter? Et donc ça dépend un petit peu des mainteneurs de la bibliothèque en soi, mais il y en a qui vont accepter, il y en a qui vont dire que ils préfèrent faire ça d'une autre façon, que ça va durer un petit peu de temps, etc. Voilà. Et donc tout ça, ça dépend un peu de chaque projet. Et ce qui a pris beaucoup de temps dans le développement de Chamilo 2, parce que bon, si on remonte un petit peu dans l'historique, ça fait quand même depuis 2016 qu'on parle, nous, en interne de Chamilo 2, donc avant que PHP 7.0 ne sorte, et donc on a déjà adapté à PHP 7.0. Mais voilà, si on remonte dans l'historique de l'effort qu'on a fait pour développer Chamilo 2, ce qui a surtout posé problème, c'est l'intégration avec les différentes bibliothèques qu'on utilise. Et notamment ici, l'intégration plus forte avec Symfony a pris énormément de temps parce que c'est vraiment un changement de structure profond pour Chamilo. Voilà, je crois que là on a touché plus ou moins tous les sujets pertinents. On fera un troisième épisode de l'interview d'ici peu. Merci.